Ça monte un peu, hein. Ah, ça monte un peu, mais c'est pas trop long. Par contre, il fait très chaud. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via Steel avec un peu de retard dû à des soucis techniques de réseau. On devait y être en fin de matinée, on a décalé parce que le réseau ne passe pas de partout. Vous avez vu superbe superbe côte. Là-bas on voit une tour, on va en parler tout à l'heure. Puis là on voit une plage magnifique, on va en parler aussi. Une plage qu'on ne voit pas toujours parce qu'en fait quand on descend, on va pas tout dire de suite. Non, on va regarder un petit peu. Stéphane Orsini, je présente encore la FAGEC. Je vais dire bonjour quand même. Ouais, dis bonjour à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La petite plage qui est juste là en dessous, c'est vrai qu'on la voit pas vraiment tout le temps parce qu'on passe sur la route qui va de Bastia à Bonifacio et puis on passe, elle est en contrebas, on la voit pas trop. Elle est assez discrète et c'est tant mieux. Par contre, il y a quelque chose qu'on voit toujours parce qu'il est c'est assez impressionnant quand on passe sur cette nationale, enfin cette territoriale maintenant. Elle apparaît vraiment dans notre champ de vision quand on prend le tournant juste avant. Et vous allez la voir vous aussi apparaître. À chaque fois qu'on arrive ici, on voit cette superbe tour. Et j'avoue que même si tout le monde la connaît visuellement, on ne connaît pas tous son histoire. Et ça tombe bien, on est aujourd'hui ensemble avec Stéphane Orsini de la FAGEC pour nous raconter cette tour. Stéphane, une date, un lieu. Le lieu, nous sommes donc... Alors, on est sur la tour de Fautea. Fautea, c'est tout près de Santa Lucia di Bortivecchio et on est sur la commune de Zonza, très grande commune. Hein. Ce n'est pas que le village en haut près des aiguilles de Bavilla. Le territoire communal de Zonza est très vaste et arrive jusqu'à la mer. Tour de Fautea, c'est le lieu et la date. À la date, on pourra en choisir comme à chaque fois beaucoup, mais moi j'ai choisi 2002, parce qu'en 2002 il se passe quelque chose. En 2002 il y a le transfert de compétences entre l'État et la région, hein, la collectivité territoriale de l'époque, aujourd'hui collectivité de Corse. Et l'année suivante, en 2003, il y a un décret qui transfère, dans le cadre de ce transfert des compétences, une quinzaine de monuments qui appartenaient précédemment à l'État. Dont 9 tours, je crois. Il y a 9 tours, et donc on a cette tour de Fautea. Alors dans les 9 tours, je ne les ai pas toutes en tête, mais il y a par exemple une tour aussi qui se trouve dans l'extrême nord de la Corse, c'est la tour de Rogliano, Santa Maria della Chiapella, il y a la tour de Nonza, il y a la tour de Miomo, parce qu'on va l'évoquer rapidement, parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le transfert, c'est qu'il y a un grand programme qui est lancé par la collectivité de Corse de restauration et de valorisation. Alors il y a une convention, y compris pour cette tour, avec la collectivité et le conservatoire. Alors en plus ici, non seulement il y a un patrimoine historique et architectural, mais il y a aussi un patrimoine environnemental. Toute la zone où on se trouve, on est sur un site Natura 2000 déjà, et puis propriété depuis 1979 du Conservatoire du Littoral. Juste pour l'info pour nos internautes, Natura 2000, on rappelle, c'est un principe qui essaye de faire cohabiter une activité humaine avec le respect de l'environnement, pour simplifier. Hein. Natura 2000, c'est important parce que c'est un réseau européen qui est basé sur deux documents importants. Ce sont des directives européennes, c'est les lois européennes, des lois qui sont destinées, la loi dite Habitat, pour protéger les endroits où certaines espèces se développent, et puis la directive oiseaux pour protéger les oiseaux. Et donc la raison du réseau Natura 2000, c'est de protéger la biodiversité à travers ce réseau qui couvre toute l'Europe. Il y a 27 000 sites en Europe, je crois qu'il y en a 10 700 en France, et dans ces 1700, il y en a 90 qui sont en Corse, et on est sur l'un d'eux. Juste une petite info, comme on a dû focaliser tout le réseau pour notre ami Laurent Simon-Paul derrière la caméra, sachez que je ne réagis pas avec mon téléphone, mais on a toute une équipe au bureau qui est là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser des questions à Stéphane Orsini et à toute son équipe. Il y a des gens derrière les ordinateurs qui sont prêts à vous répondre, et n'hésitez pas bien entendu à partager cette vidéo. Tu as dit 2002, et moi je dis, oh, tu aurais pu dire 10 ans plus tôt. Ah, j'aurais pu dire 10 ans plus tôt, oui, bien sûr, parce qu'en 92, il y a un autre moment important concernant le site et le monument, c'est le classement, l'inscription en tant que monument historique. Hein, donc c'est finalement une inscription assez tardive, et avant ça, il y a aussi plein de dates importantes, puisqu'il y a eu des travaux qui ont commencé de restauration. D'abord, organisée par une association, l'ARSEC, l'association pour la recherche dans le sud-est de la Corse. Elle est importante par rapport à la FAGEC parce que l'ARSEC est une association qui est fédérée à la FAGEC, qui est une fédération d'associations et groupements pour les études corse. Et moi, depuis quelques années, je suis le président notamment de l'ARSEC. Alors j'en parle, disons, à double titre.
Et l'Arsec avait commencé donc à restructurer un petit peu le bâtiment qui avait quand même assez souffert. Là aujourd'hui il a l'air... On voit, alors c'est impressionnant, ouais. Il a l'air... En tout cas, des fois quand on voit des restaurations, Stéphane, c'est vrai qu'on se dit, mon Dieu, là on voit l'ancien, là on voit... Là ça a été plutôt bien fait. Oui, ça a été plutôt bien fait, même si c'est pas souvent ce qu'on recherche, parce que normalement si on doit respecter les règles, c'est toujours la règle. On doit marquer qu'il faut marquer les reprises. Les parties non authentiques. Mais ici par exemple, il faut imaginer donc, dans la partie haute de la tour, tout l'arrondi où il y a ces trous, donc ce sont les machicoulis, hein, les plombatoïs, eh bien tout ça n'existait pas à la fin des années 70, ça avait été détruit. Et le premier travail de l'Arsec et des associations qui ont travaillé bénévolement ici, ça a été de commencer les travaux par ces parties-là. Il y avait aussi des travaux à faire à l'intérieur, les dalles s'étaient effondrées. Raconte-moi, parce que souvent on voit ces tours, excuse-moi, hein, pendant que Laurent Simon-Paul est en train d'emprunter ce célèbre escalier qui fait aussi la renommée de la tour. Alors l'escalier n'a pas été donné par l'aéroport de Figari ou l'aéroport de Bastia, parce qu'on dirait un peu un escalier de 747. Alors ça c'est une passerelle qui est très pratique parce qu'elle est galvanisée. Elle est pratique, mais, voilà, bon. Mais elle va être, puisque tout à l'heure on a parlé des projets de la collectivité de Corse, les travaux ont commencé à Miaume, ils vont se poursuivre. La tour de Faouté fait partie des 4 tours qui ont été retenues avec Santa Maria de la Capelle, la 4e m'échappe, donc pour ce programme donc, de restauration. On le mettra en commentaire, tiens, voilà, la 4e. Et donc cet escalier va disparaître. Bon, allez, pour la blague. Sinon, la tour, on connaît tous l'aspect extérieur de ces fameuses tours génoises, ça va, on l'a... Par contre, l'histoire de la citerne d'eau, elle est où? L'histoire de la salle de vie, elle est où? Comment ça se situe dans toutes les tours, c'est un peu comme pour les églises romanes où il y a des schémas de base. Toutes les tours littorales, alors certains les appellent génoises, nous maintenant on est tours littorales, construites durant l'époque génoise, mais souvent à l'initiative aussi des populations, surveillées par des torreggiani qui étaient originaires de la région et souvent payées par les communautés ou des notables locaux qui avaient intérêt à se protéger. Puis aussi à faire ériger les tours. Parce que lorsqu'on érigeait la tour, on pouvait bénéficier d'inféodation, c'est-à-dire des terrains. Tu affirmais ton autorité. Aussi, mais c'était surtout parce que c'était des gens qui recherchaient des terrains à exploiter. Et les Genois disaient, bon ok, on va vous donner des territoires, donc un fief, on est encore un peu sur le mode féodal, on va dire. Vous avez un terrain, un ensemble de parcelles que vous pouvez exploiter. Par contre, en contrepartie, on va vous demander d'ériger une tour pour la sécurité des côtes. Alors, allez, vends-moi l'intérieur. Alors, l'intérieur, si on coupait en deux la tour, qu'on avait un écorché vif, toute la partie basse, du rocher jusqu'à cette partie arrondie, cette espèce de boudin, hein, ce bandeau circulaire, là, comme tu l'as dit tout à l'heure Yann, on a la citerne. La citerne, en fait c'est ici qu'on récupère la réserve d'eau, les eaux de pluie depuis le toit. Et cette tour de Faouté a une particularité qu'est en train de nous montrer Laurent, c'est cette espèce d'arrondi, on va dire en marbre. Alors certains disent que c'est une fontaine, oui, on peut faire couler de l'eau, mais c'est aussi une purge pour nettoyer la citerne. Donc, ça c'est une originalité, ça n'existe pas sur toutes les tours. Mais en tout cas, sur toutes les tours, en bas, on a la citerne, de l'eau qu'on a récupérée en haut et qu'on fait couler par des systèmes de canalisation. Oui, on peut avoir des tubes en terre cuite. Et alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est utile. On est sur un élément, vous voyez qu'à l'endroit où on se trouve, près du littoral, sur un rocher. Alors, il peut y avoir des sources dans les alentours, mais si les gens qui sont dans la tour sont obligés de sortir pour aller s'abreuver, oui, au niveau sécurité, c'est rien. Hein, il faut pouvoir tenir un siège, ou en tout cas pouvoir tenir dans la tour. Ensuite, étage supérieur. Au-dessus du bandeau, donc au-dessus de la passerelle de l'escalier métallique, on a l'espace de vie et aussi l'espace de surveillance. Donc on a la porte principale, on a une fenêtre qui donne sur le littoral. Quelquefois, on peut avoir une fenêtre beaucoup plus large où on peut positionner une petite pièce d'artillerie, ce qui n'est pas le cas ici. Et puis, le troisième élément, on peut dire le troisième étage. On monte par un escalier intérieur. Hein. Oui, il y a un joli escalier intérieur qui suit la courbe arrondie de l'intérieur de la tour. Donc ça encore on pouvait le visiter il y a quelques temps. Aujourd'hui comme il va y avoir les travaux et que c'est en mauvais état à l'intérieur, c'est plus possible. Et on arrive donc sur la terrasse sommitale où là donc on peut vraiment observer très loin. C'est le rôle primordial de la tour. Hein. La tour elle n'est pas là pour bombarder, elle n'est pas là pour résister à un siège. Son premier rôle c'est de dissuader par sa présence et surtout d'avertir les populations. On fait tonner le canon, c'est plus souvent pour avertir. La tour suivante qu'il y a quelque chose. Alors là après on discutera aussi du réseau de tours parce que ça c'est une tour qui fait partie d'un réseau de 4 autres tours et qui fonctionne avec la ville, enfin la place forte à l'époque de Porto Vecchio, hein, qui vient d'être installée. Et donc sur la terrasse sommitale là-haut, on a une petite guérite à Guardiola. Et donc les torreggiani. Alors dans les documents, on nous dit qu'il y a un chef avec 2 soldats. Alors bon, l'effectif,
Quand 3 personnes complet, en gros. C'est 3 personnes. Hein. Vous voyez qu'avec ça, on fait pas grand-chose. Hein. L'idée, la réaction quand, à l'époque, on était dans cette tour et qu'on voyait arriver l'ennemi, c'était quoi? On donne le canon pour prévenir les autres qu'il se passe quelque chose et on se cape ou on reste sur site? Alors, les documents disent aussi qu'on peut allumer des feux. Voilà. Parce que le canon, on l'entend à une certaine distance. Fumée, ça dépend. La fumée, on la voit. Alors, ici, je parlais tout à l'heure d'un réseau. On a 4 édifices. On a la tour de Faotea qui est en contact visuel avec la prochaine, qui est la tour dite de Pinarello. Ensuite, la tour de Pinarello, elle est en contact avec la suivante qui est dans la baie de San Cipriano, qui elle-même est en contact visuel avec une qui est à l'entrée de la baie de Benedetto, San Benedetto. Et là, on est en contact visuel avec la place Forte et le bastion de Porto Vecchio. Voilà comment ça fonctionne. Et ici, on est en contact visuel au nord avec la dernière tour de la côte orientale qui est la tour de Solenzara. Voilà, donc c'est tout un réseau. Donc alors, on voit, on se prévient de tour à tour, soit à coup de canon, soit avec la fumée, soit même avec les deux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, souvent, alors déjà, les tours, si on regarde les documents, les gens qui les gardent, ils vendent de la poudre. On a rarement des bons commentaires quand les inspecteurs génois viennent faire un peu le tour des popotes. On a rarement des bons commentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être armé. Donc ça intéresse beaucoup les Corses de l'époque. Mais quelquefois, on trafique un peu, on vend les balles, on vend la poudre. Et donc, on n'est pas vraiment opérationnel. Quelquefois, les Génois ne dotent pas les tours du matériel prévu à l'origine. Donc, on peut avoir... Il était prévu qu'on mette un canon, un canon. Il y a eu la subvention pour le canon. Finalement, le canon, il n'est pas arrivé. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Après, quand on voit arriver un bateau de barbaresque, parce que c'est ça le danger, c'est les pirates de la mer qui, en général, alors, on appelle ça en gros les barbaresques, ça peut être des Turcs, ça peut être des Ottomans. Pendant une grande partie de la période, ce sont des pirates et des corsaires qui viennent d'Afrique du Nord, Tunis, Alger et d'autres endroits de cette zone. Quand on voit arriver une ou deux galères, une ou deux voiles, bon, ça va. Mais lorsqu'on a pu voir arriver comme ici ou dans d'autres zones de la Corse, 50 voire 60 galères chargées d'un contingent qui débarque, la petite tour, bon, pas trop le pouvoir. On va tirer, mais... On a prévenu qu'il y avait du monde qui arrivait, que c'était dangereux, puis ensuite on monte. Les corsaires ou les pirates ont souvent réussi à prendre les tours. Bon, c'était pas leur objectif. Leur objectif, c'était d'arriver. Oui, parce que la tour, c'est pour se sédentariser, c'est pas le but de ces pirates. Non. Alors par contre, c'est pas le but de ces pirates, mais les tours ont été construites. Alors, les Génois, ils avaient deux possibilités pour lutter contre cette piraterie qui apparaît, ou en tout cas ces incursions barbaresques, qui apparaissent vraiment avec, disons, un impact important à partir des années 1510, mais surtout 1520. C'est à relier avec plein de choses qui se passent en Méditerranée et en Méditerranée occidentale. Évidemment, tout ça est en lien avec l'Empire ottoman et les pouvoirs qui s'installent en Afrique du Nord, mais il faut le dire aussi, ça vient aussi du fait que le roi de France entretient une alliance avec les Turcs, et une alliance militaire, et que donc le roi de France, lui, agit sur terre contre le grand conflit de l'époque du XVIe siècle, c'est contre les Habsbourg, contre Charles Quint et son fils. Donc cette situation politique générale, elle est très néfaste pour nous, en tant que Corses, parce que même perdant. Oui, parce que cette circulation des flottes ottomanes en Méditerranée occidentale, ça cause des désastres, ça cause des razzias, et donc justement, les barbaresques, leur truc, c'est d'accoster, d'être dans des petites criques comme on le voit là aujourd'hui, où c'est idyllique parce que tout le monde prend son bain, mais imaginons la même période, parce qu'on ne circule pas en Méditerranée durant l'hiver, on navigue à la bonne saison. On navigue à partir du printemps et puis pendant l'été, ça tombe mal parce que c'est aussi le moment où il y a les moissons. Donc il faut imaginer peut-être pas dans cette zone, mais un petit peu plus loin sur l'arrière, les gens des villages qui sont descendus cultiver leurs champs. Les barbaresques arrivent, font des razzias. Ils prennent en priorité les gens pour les mettre en esclavage. Soit galériens sur les galères, soit ils les amènent avec eux et puis ils récupèrent le bétail, ils détruisent les maisons, ils pillent. En fait, c'est du pillage. Et ces très belles cales qui sont idéales lorsqu'on voyage en navire, on peut très bien relâcher ici, surtout que souvent il y a toujours une petite source qui affleure pas très loin. Si elles ne sont pas défendues, s'il n'y a pas de la surveillance avec les tours, c'était des nids à barbaresque, c'était des nids à corsaires. Alors aujourd'hui, c'est plus des nids à barbaresque, c'est des nids à pas que, il y a sûrement des insulaires. Non, mais des touristes locaux. Oui, voilà. C'est de passage. Donc la tour de Faotea et en face, la plage de Faotea. Alors, la plage de Faotea, alors c'est intéressant parce que... Comment on y va ?
Ah ben, on va descendre, tout est balisé. Hein. On le rappelle, on est sur un terrain du Conservatoire du Littoral et l'un des objectifs du Conservatoire du Littoral, au-delà des objectifs, on va dire, environnementaux, puisqu'on est sur le site Natura 2000, on a rappelé tout à l'heure, Natura 2000 c'est un réseau européen qui sert à préserver la biodiversité. Dans le respect de cette préservation de la biodiversité, le Conservatoire du Littoral, qui est un établissement public, achète les terrains pour les rendre publics, inaliénables. Ça, c'est important. Hein. Derrière, il n'y aura pas de revente, il ne se passera rien. Les terrains achetés par le conservatoire une fois que c'est à eux, restent j'allais dire, une fois que c'est à nous, c'est à nous. Et voilà, et c'est à nous, c'est exactement le mot. Ça veut dire qu'on ouvre, on met dans les documents d'objectifs qui servent à gérer ces sites Natura 2000 ou même ces réserves naturelles, il y a un volet accueil du public. Et donc, on accueille du public. Tout ça pour dire que ce sentier, il va nous mener à la plage. Des fois, il faut réussir. Non, mais c'est important parce que le rôle des organismes comme le Conservatoire du Littoral est fondamental, surtout dans une région comme la nôtre. Hein, on va passer par des poncifs et des banalités, mais vous connaissez le poids de la spéculation immobilière. Oui. Cette baie, elle est magnifique, évidemment, sur l'arrière-baie, enfin sur l'arrière-plage. On pourrait très bien imaginer, même si c'était très bien intégré, des villas, des maisons, des résidences. Bon, donc le Conservatoire du Littoral a joué pleinement son jeu, protège, a préservé et valorise auprès du public. Au public. Voilà. C'est pour ça qu'il a créé ce sentier. Et il y a un autre opérateur important sur le site qui a disparu aujourd'hui, mais qui était présent en Corse du Sud et également en Haute-Corse du temps des départements. C'était justement les conseils généraux, les départements de Haute-Corse et Corse qui étaient propriétaires. Pas propriétaires, le conservatoire gestionnaire. Donc ils mettent du personnel, des moyens et puis ils font des actions. Et ici, le sentier qu'on emprunte, ce sont les gardes du littoral de l'ex-département de Corse du Sud. Aujourd'hui, tout ça est unifié dans la collectivité de Corse. Tu l'as dit. Ah oui, mais c'est important. Il n'oublie personne. Non, c'est important. Non, Stéphane Orsi n'oublie jamais de citer les personnes. Et il a raison de le faire parce qu'après, on peut se prendre quelques petits reproches. Tiens, puisque tu cites tout le monde, est-ce qu'il ne faudrait pas citer aussi un certain Grutenberg? Alors, on va revenir aux travaux. L'ARSEC, donc cette association locale qui est basée à Lecce, avait entamé des travaux de consolidation, de restauration. La première fois en 1979, l'année où le Conservatoire du Littoral a acheté la zone, on va dire pas la tour mais la zone. La tour, elle était un bien des domaines. C'est comme ça que de l'État, elle est passée, je le dis tout à l'heure, à la collectivité de Corse. Qui est Grutenberg? Alors, on va y arriver. L'ARSEC, avec ses petits moyens, et là je salue la mémoire de personnes qui ont disparu, mais qui ont beaucoup fait. Vincent Malarogne, les gens de la région le reconnaîtront, mais aussi Christiane et René Bravard, qui étaient les présidents fondateurs de l'ARSEC, et puis Simone Duret. Simone et René Bravard nous ont quittés il y a quelques semaines, quelques mois, et c'est eux qui ont organisé tout ça avec tous les bénévoles. Et donc, ils ont fait quelques chantiers, 79, premier chantier, 81, 84, 88, et puis après, les caisses étaient vides par rapport aux travaux. Je sens qu'on va y arriver, hein, bougez pas. Et voilà, donc aux travaux qu'il y avait à faire. Et voilà qu'arrivent les Cronenberg. Qui sont les... Non, Krukenberg. Là, je suis en train de confondre avec de la bière, ouais. Je dois avoir soif. Oui, c'est peut-être la période du foot. Oui, non, c'est Krukenberg, monsieur et madame, c'est un couple qui était adhérent à l'ARSEC, et qui sont tombés amoureux de l'endroit, évidemment. Enfin, lui, a priori, ce qui se dit, c'est que lui était très amoureux de sa femme et que c'était un cadeau. Et voilà. Alors, il a donné, à l'époque, 100 000 francs. Le Conservatoire du Littoral, donc non seulement avait acheté les terrains, mais a donné aussi 2 fois 100 000 francs. Donc, avec ce petit budget de 300 000 francs, alors 300 000 francs, c'est 30 millions dans 5 francs, et c'est quoi? C'est 45 000 euros aujourd'hui. Hein, en 1988, oui, c'était en 88. Les gros travaux que j'ai cités tout à l'heure, donc la reprise des machicoulis, le travail à l'intérieur, ont été réalisés. Et puis après, derrière, il y a eu un CIVOM et puis aussi la mairie de Tsonz qui a réalisé différents travaux. Et en 2000, la dernière touche notamment, ça a été de remettre malheureusement, de mettre cet escalier un peu en aluminium. Pour info, une fois que les travaux seront réalisés, qu'on pourra retourner à l'intérieur, je crois qu'il y a dans la pièce de vie, il y a une petite plaque qui rappelle ça. Il y a une plaque donc, qui rappelle le rôle de ses époux Krukenberg, donc de monsieur et madame, et lui, il l'aimait tellement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, donc il lui a fait la surprise de dévoiler cette plaque, hein, et donc c'est par amour finalement. Voilà. Alors Christiane et René Bravard, les deux fondateurs de l'ARSEC,
qui ont vécu ensemble jusqu'au dernier moment, ben aussi c'était un parallèle. Couple, voilà, c'était un petit peu l'amour là, c'est l'amour du patrimoine et puis aussi l'amour des couples. Aujourd'hui, on offre des sacs, des voitures. Bon, à l'époque, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Voilà, on offrait une tour. On offrait la restauration d'une tour. C'est un peu plus classe. Ça en jette quand même. Ça en jette. Elle est toujours là. Hein. Elle est toujours présente sur tout ce sentier qui nous emmène. On est passé tout à l'heure, vous avez vu, il y a des touristes qui sont passés, il y a une fourche. Ben, c'est à cette fourche qu'on décide d'aller soit à la tour, soit à la plage. Et là, on continue. Oui. Donc, normalement, la fourche, elle est juste devant nous. Oui. Hein, on va aller à la plage. Laurent nous dit que ça serait le bon horaire, en effet. Parce que moi, je parle tellement que je me dis, oui, c'est bien possible. Non, on ne s'est pas trompé, on y arrive. Voilà, on y arrive. L'embranchement. Avec la signalétique. Alors, ici... Plage de Faouté, on peut s'y balader facilement avec des enfants, donc ça veut dire que c'est un parcours familial et qu'on y est en gros en 15 minutes et c'est large. Bon, puisqu'on parle, moi j'ai envie de t'embêter parce que je comprends bien tout ce qui est la partie administrative, Stéphane, on est obligé, mais il y a aussi les petites anecdotes, la petite histoire et... Oui. Tour de Faouté, hein. Est-ce que c'est vraiment la tour de la faute ou la tour de la forêt? Alors la faute, on a parlé de femmes malheureusement, on va parler aussi d'agressions sexuelles. Alors c'est vrai que c'est d'actualité. Hein. Il y a un des internautes, et je le salue, c'est Paul Ebrard, qui est très actif dans une autre association locale qui s'appelle Fretto Antigo, qui a, quand il a vu l'annonce très médiatique de la matinée d'aujourd'hui, nous a donné une petite indication et son idée sur l'appellation de Faouté. Franchement, je n'ai aucune information à ce sujet, je ne peux pas... Bon, il se dit, alors pour le résumer vite fait, il y aurait eu à un moment donné des viols autour de cette tour et qu'on aurait appelé la tour de la faute. Oui, tour fautive. La tour fautive, bon voilà, c'est une des explications, mais comme d'habitude, ça peut être tout simplement une interprétation. Oui, c'est une interprétation. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de la toponymie, et là, ça ne... Traite pas. Il n'y a pas de doute possible. L'endroit s'appelle également Ubortu, donc Ubortu à Avurnac. Et donc Avurnac, c'est le four à chaud, c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Voilà, là ici on a la signalétique. Bon, parce que vous allez me dire, mais pourquoi faire un four à chaud? C'est pas pour les pizzas à distribuer sur la plage. Voilà. C'est un four à chaud ici. On le voit très bien, d'ailleurs, juste dans l'axe. C'est là où on va essayer d'aller maintenant. On va y aller. Alors par où on passe? On va passer le long de la plage, puisque là on a les ganivelles qui ont été apposées. Alors ça, les ganivelles, ce sont ces rangées de bois fendu qui sont accrochés par des bandeaux de fil de fer. En général, électrifié? Non, je plaisante. Non, c'est pas vrai, je déconne. Mais donc, en général, ça peut être une châtaignière. Le but, d'abord, c'est organiser la circulation pour éviter que les gens piétinent sur les dunes. Parce qu'il faut garder une végétation spécifique aux dunes, donc ça évite la destruction, et les dunes c'est important. Voilà, parce que si on mettait pas, si on faisait pas un sentier comme ça, de toute façon on le voit visuellement, hein. Si Simon Paul veut montrer, voilà la partie où on marche, vous voyez que c'est du sable, il n'y a absolument plus rien, et vous faites 1 mètre sur la gauche ou sur la droite, et vous voyez que là la végétation garde sa présence, et surtout du coup garde la dune. Voilà, il faut canaliser la fréquentation. On l'a dit tout à l'heure, c'est un site Natura 2000. Il faut protéger le patrimoine environnemental, mais en même temps, il faut concilier avec la visite. Ici, il peut y avoir des études ont montré qu'il y avait jusqu'à 500, 600 personnes dans la journée, peut-être même plus. Hein, donc c'est un lieu qui est ultra fréquenté, mais en même temps, on permet d'avoir des zones réservées à la végétation. Et préserver la dune, c'est préserver la plage. Et donc, ça veut dire aussi préserver les activités balnéaires. Comme quoi, inutile. Comme disait Yann, tout est lié. Tout est lié. Donc là, on va juste traverser. Alors oui, on va essayer d'être assez discret. Une zone historique. On a mis la tenue adéquate. On va être discret. Je suis sûr qu'on passe discret là. Les gendarmes de Saint-Tropez. Oui, c'est vraiment les gendarmes de Saint-Tropez. On va faire des. Donc nous, on va au four à chaud. Hein. Oui. Alors c'est marqué protection de la dune pendant que Laurent marche sur les serviettes. Oui, il y a beaucoup de dunes. Est-ce qu'on peut demander à notre caméraman Laurent Simon-Paul d'arrêter de marcher sur les gens? On entend aïe. Est-ce que tu connais la personne? Il y a un guide conférencier. Alors, il y a Monsieur Gazagnol, voilà, je voulais citer Monsieur Gazagnol, voilà. Alors, qui est passionné de la tour de Faouté. Qui est passionné, qui est documenté, dont c'est le métier, puisqu'il a une carte de guide conférencier, il est tout à fait habilité à faire des visites. Pour ça, il suffit de se renseigner auprès de l'office du tourisme local, hein, parce qu'ici on dépend de l'office de tourisme de Zonza, mais également, je pense qu'ils ont dû unifier les offices du tourisme. Alors, celui de Porto Vecchio. On était avec l'office du tourisme de Porto Vecchio hier. Celui de Alors, Lecce. ça dépend de Lecce, ça dépend pas de Porto Vecchio, mais ils disent... Ils sont comme ça. Ils travaillent en collaboration. Donc, ils travaillent en collaboration, il n'y a pas de problème, quel que soit l'office du tourisme de la région, vous pourrez vous renseigner et trouver le contact de monsieur Gazagnol. De toute façon, vous savez quoi? Vous faites sur
n'importe quel moteur de recherche, Tour de Faoté, guide, visite, et il y a un nom qui sort, c'est le sien. Alors voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a un jour... qui a donné son nom le four récent au lieu, puisqu'on a le site de Faoté dont on ignore, enfin moi en tout cas je n'ai pas d'explication sur l'appellation. Par contre, Ubort ou Diavournac, voilà l'explication. Que les choses soient claires, on n'est pas sur les ancêtres d'une paillote de bord de plage qui faisait de la pizza. On fait un four ici. Pourquoi on fait un... D'abord quand? Alors quand? Alors on n'a pas parlé d'une chose, c'est que la tour de Faoté, on a peu d'informations sur la date précise, on sait à peu près. C'est la date précise de construction. On sait qu'il y a un rapport de 1573, voilà, 1500 et quelques. Un rapport génois, où on fait l'inventaire de tous les endroits qui auraient besoin, où il existe déjà des tours, ou alors des endroits qui auraient besoin qu'on mette des tours. Et celui-ci est identifié avec les 3 autres que j'ai cités tout à l'heure, Pinarello, Saint-Cyprien et Beneetto, en complément de la forteresse de Porto Vecchio. Et là maintenant, on va avoir des images de l'intérieur. Voilà, Laurent Simon-Paul est monté au péril de sa vie à l'intérieur du four. Ce four donc, lui... Alors lui, il a été construit juste avant la tour parce qu'il a fallu créer le ciment, le liant, parce que la tour, il faut qu'elle soit costaud, c'est quand même un élément de défense. Donc on ne la monte pas en pierre sèche, on ne la monte pas avec de l'argile, on va la monter avec du mortier de l'époque. Le mortier de l'époque, c'est la chaux. Et la chaux, eh bien, on la fabrique à partir de la combustion de pierres calcaires qui n'existent pas directement sur le site. Donc, on va amener par bateau. Il faut, amener par bateau. Dans un port. Sûrement ici, donc. Il faut imaginer un navire qui arrive là. La pierre calcaire, on l'amène ici. On la débarque. Et là, on se dit, mais vous êtes bien gentil, mais la pierre calcaire telle qu'elle, ça sert à rien. Il faut la transformer en chaux. Il nous faut un four. Et du coup... Un grand four, donc une espèce de grande cheminée. Là, il en manque la moitié, mais il faut imaginer donc un cône, une cheminée. Ici, on a l'entrée du four. Là où il y a la petite barrière en bois en dessous, là, c'est l'entrée du four. Qui a été un petit peu murée pour protéger les intrusions des touristes. Et donc, on récupère par là la chaux, et la chaux s'obtient en faisant brûler pendant 4 jours et 4 nuits. Certains documents disent 8 jours ou 8 nuits. Il faut entretenir le feu sans arrêt pour faire fondre, rendre en poussière ces pierres calcaires. À partir de là, on obtient de la chaux vive qu'on va mélanger avec du sable et qui va nous faire du mortier. Et qui va nous faire le mortier de l'époque. Attention, quand on descend, oui, on va éviter. Donc, la date de la tour, il a été construit juste avant, à l'extrême fin du XVIe siècle ou au tout début du XVIIe siècle. Pourquoi ? Parce que 1573, on a ce fameux rapport qui fait donc l'inventaire de ce qui existe et de ce qu'il faudrait créer en tour. Et 1601, on a un document qui nous dit qu'on paye justement le soldat et le chef. Donc ça veut dire que la tour existe. S'il y a quelqu'un qui est payé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. 1601, donc elle existe entre 1573, après 1473 et avant 1601. En tout cas en 1617, si ma mémoire est bonne, elle apparaît clairement cette tour dans un autre inventaire. Donc on va dire l'extrême fin 16e que j'ai tout à l'heure ou tout début 17e. Elle va faire une vie assez calme, elle va quand même être détruite par les Ottomans. Les Ottomans, ils sont venus en 1600 ou 1651. Tac. Voilà, donc c'est assez bien, on va dire, connu, même si on n'a pas la date exacte, on sait à peu près donc la datation de ce monument. Au niveau géologique, on aurait pu croire que bon, c'est un granit. Oui, c'est vrai, c'est un granit. Bon, c'est une sorte de granit, là, les pierres qui ont été choisies, mais ce sont des roches métamorphiques et c'est du gneiss. Pardon ? Des roches métamorphiques. Bah oui. Alors, moi, je ne suis pas géologue, c'est un peu comme pour la On verra avec. Je vous balance le mot, allez sur Wiki ou demandez à des géologues d'intervenir dans les commentaires. Donc, le site ici est construit, la tour est construite avec une roche très très résistante qui est sur place, elle, à la différence du calcaire qui peut venir probablement de la zone de Bonifacio. Oui. On a les mêmes commentaires et les mêmes annotations sur d'autres tours qui sont construites sur le versant occidental. Où, par exemple, le fort de Girolata, eh bien, on a tout le détail de la construction du fort, comment les gens y arrivent, avec quel bateau, l'escorte, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils amènent. Et on dit qu'ils amènent donc la pietra a calcina, la pierre à chaux, à faire fondre sur place pour pouvoir utiliser après la chaux dans les maçonneries. Pour continuer la découverte de ces fameuses tours du littoral, ou tours génoises, comme vous voulez, c'est pas très grave, des documents à nous conseiller, un livre, une publication? Alors, il y a une petite publication, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la FAGEC. On a Anna Maria Salone, qui a réalisé pour nous, dans les années 90, suite à des conférences données pour la FAGEC, et ici à l'ARSEC, un ensemble de cahiers, enfin 2 cahiers. 2 cahiers de la FAGEC. 2 cahiers de la FAGEC, un qui concerne les monuments du sud de la Corse et un qui concerne tous les monuments de la côte orientale avec quelques indications. Ensuite, il y a un très beau livre de Guy Méria sur les tours génoises et les tours littorales. Et on peut les trouver où? Bon, ça, celui de la FAGEC, fagec@maladou.fr. Quand même, à chaque fois, je suis obligé de lui dire, mais dis-le, ils ont des publications franchement
très très intéressantes. À chaque fois qu'on voyait nos dates, nos lieux, n'hésitez pas à retourner sur le site de la FAGEC, à faire des demandes en ligne, parce qu'il y a des publications, si vous voulez être un peu plus pointu. Moi je sais que des fois je perds un peu le fil, parce que cet homme des fois nous perd dans des détails d'une précision extrême. Mais franchement, si vous êtes passionné, n'hésitez pas. Et puis, donc, je le disais, le très beau livre de Guy Méria sur les tours. Guy Méria, qui en plus est originaire du Cap, donc c'est un des endroits où les tours sont les plus anciennes et les plus nombreuses. Il y a aussi, bien sûr, tous les écrits d'Antoine-Marie Graziani, ou même de Verger Franceschi, dans les cadres des publications des actes de colloque. Il y a un très beau colloque qui se tient tous les ans, qui est le colloque d'histoire maritime de Bonifacio. Il y a plein de sujets, dont celui-ci qui est régulièrement traité de manière directe ou indirecte. Donc il y a quantité d'informations. Il y a aussi des associations qui s'occupent un petit peu de valoriser au niveau régional ou au niveau plus local ces monuments. Et puis maintenant, il y a ce fameux programme de la région, donc, qui va débuter sur des petits éléments, mais qui va sûrement se poursuivre durant plusieurs années, puisque les tours, il y en a eu pratiquement 90. Donc c'est un réseau très dense, il y en a qui sont très pour l'instant toujours neuf, récupérés par compétences de mais la ça n'empêche collectivité. pas la collectivité de subventionner avec d'autres moyens. Pour des opérations sur des tours dont ils n'ont pas la responsabilité. Pourquoi tu regardes là-bas? Je regarde là-bas parce qu'on a parlé du conservatoire, là on a fait une toute petite balade. Mais il y a une très belle balade. Alors peut-être pas recommander aux gens de la faire sur les coups de 11h midi, surtout sans chapeau comme nous, sans casquette. Mais il y a une très belle balade de 2 heures à peu près, à une très belle boucle. On continue, on suit les Ganivelles. Plage de Lavuzanto. Alors au-delà de cette petite colline, là on est, il y a Bocca di Abarada le long de la route, où passait d'ailleurs le chemin de fer il y a quelques années. Donc au-delà de cette colline, le site Natura 2000 et les propriétés du Conservatoire du Littoral continuent. On peut faire une très belle balade. Alors Lausante, c'est donc le lac, c'est une zone humide, le lac Saint. Alors des fois dans les cartes on trouve Lausante, je pense que c'est une déformation. Lausante, il peut même y avoir quelques chapelles par là. Ici, étrangement, il n'y en a pas trop. Et là-bas, il y a une très belle plage, un peu différente. Ici, on a une plage de sable fin qui a été amenée par la mer. Là-bas, c'est une plage avec du sable beaucoup plus grossier qui est amenée. Mais qui ne colle pas entre les doigts de pied. Non, on y est bien. Mais juste pour... Parce qu'il y a un truc simple. Non. Il y a un truc simple. Allez, sûr. Non, oui, après tu donneras l'adresse. Mais si vous voulez faire une balade dans la région, venez ici. Le matin, vous faites la petite tour, tranquille. Ensuite, vous faites le pique-nique. Sur les coups de 7h30. Voilà, vous faites le petit vous partez, vous faites le pique-nique en allant là-bas. Et vous pouvez aller jusqu'à... Pardon ? Oui, en ramassant ses ordures. Ça va même pas j'osais le relever. Ça fait partie des consignes, on peut même les regarder. Alors attention ici, quand même une chose, sur le site Natura 2000, le bivouac est interdit. On n'allume pas de feu, on peut pique-niquer proprement au bord de l'eau, il n'y a pas de souci, mais le bivouac est interdit. La circulation motorisée est interdite, l'allumage de feu est interdit, le dépôt d'encombrants est interdit. Dis-moi, tout ça c'est marqué là sur la pancarte. On peut aller voir les pictos, voilà, tout est marqué, mais c'est quand même, il faut on va jusqu'où si on marche là? On franchit la colline, il y a un très joli sentier, style un peu sentier des douaniers, plus court. On va sur une autre très belle plage, donc le Lausante. Et là, on est vraiment au cœur du Natura 2000. Là, on va observer toutes les espèces patrimoniales, des tortues dans la zone humide, les cistudes. Il y a une tortue de mer qui a été repérée hier du côté de alors là, on est sur la partie terrestre. On a les tortues aquatiques qui sont les cistudes. La population de tortues d'Hermann qui est remarquable aussi est protégée. Il y a quelques serpents, mais ce sont des couleuvres. Ils ne sont pas méchants. Voilà. Et ça, ça fait partie des espèces emblématiques. Ça se passe par là? Ça se passe par là et c'est une très jolie balade. Merci à tous de nous avoir suivis. On va laisser Laurent Simon-Paul faire le parcours de 2 heures en direction de cette superbe zone Natura 2000. Nous, Stéphane, on va remonter vers nos véhicules gentiment. On va vous laisser faire la balade avec Laurent tranquille. On se retrouve en août, on fait pause, c'est ça? Ah, comme vous voulez. De toute façon, on se retrouve bientôt avec la FAGEC, avec un autre lieu, avec une autre date. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez en direct notre page Facebook et notre chaîne YouTube pour revoir toutes ces vidéos. Salut, à bientôt. Bon été à tout le monde. Salut. À bientôt. Parce que là, franchement, 2 heures en plein soleil, non. Oui, voilà, maintenant on va laisser les Krukenberg et on va retrouver les Cronenbourg. Ah non!